À tous. Donc on va reprendre le texte de Gampopa, le rosaire des joyaux de la sublime voix. Et on va commencer par réciter le refuge et puis développer la bodhicitta. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Alors pendant cette heure bouddhiste, on risque d'avoir des petits bruits, voilà, des bruits de travaux, puisqu'il y a les ouvriers qui terminent l'isolation du bâtiment, qui sont ici aujourd'hui et qui ne peuvent pas décaler leur journée. Donc on sera un petit peu dérangé par ces bruits, j'espère que ça se passera bien quand même. Donc nous avions vu dans les vidéos précédentes, nous étions dans les 10 choses nécessaires de ce texte de Gampopa. Et je crois que nous avions terminé en disant « Armé de courage et d'endurance, il est nécessaire de se tenir aux engagements que l'on a pris ». C'est ça, je crois qu'on l'a vu. Voilà. Donc on passe à la phrase suivante. « Utilisant les préliminaires, le corps de la pratique et la phase post-méditative, il est nécessaire de persévérer sans relâche en rassemblant les deux accumulations. » Alors, dans une pratique du Vajrayana, on parle toujours des préliminaires, du corps de la pratique et puis de la dédicace. Ce qu'on appelle les préliminaires, c'est le refuge et le développement de la bodhicitta. C'est dans les préliminaires aussi que se trouve la prière à la lignée en général. La prière à la lignée, pourquoi on la récite? C'est pour toujours se rappeler que nous faisons partie d'une famille spirituelle, d'une transmission spirituelle. Nous appartenons à cette lignée de transmission. Cette transmission doit se faire depuis le Bouddha Shakyamuni jusqu'au maître qui nous transmet l'initiation. Et cette transmission doit se faire de façon ininterrompue, toujours de maître à disciple. Et donc ça fait bientôt 2600 ans que cette transmission du Dharma est faite de façon ininterrompue. Le refuge, c'est on renouvelle notre confiance dans la voie, dans notre nature de Bouddha, dans la voie pour la réaliser et dans la Sangha qui partage cette même aspiration. Et on développe en même temps la bodhicitta en faisant vraiment le souhait que par cette pratique, nous puissions réaliser l'état de Bouddha au plus vite afin de libérer tous les êtres du samsara. Cette motivation est extrêmement importante dans le Mahayana et on n'oublie pas que le Vajrayana fait partie du Mahayana et que cette motivation doit être présente dans chacune de nos pratiques et dans chacune de nos actions dans notre vie quotidienne. Une fois que tout cela est mis en place et est en place de façon très stable et avec détermination dans notre esprit, alors nous passons au corps de la pratique. Le corps de la pratique, dans une pratique par exemple de Yidam, c'est la visualisation du Yidam de façon précise, c'est la récitation de son mantra. Et c'est la phase, donc ça c'est la phase de développement, et puis qui est suivie par la phase d'achèvement, où on dissout la visualisation et où on reste, on demeure l'esprit tranquille, sans aucune saisie par rapport à ce qui s'élève,
en termes de phénomènes. Et puis il y a donc la dédicace, on fait la dédicace pour le bien de tous les êtres. Et donc ça fait partie de toute la partie, comment dire, de pratique assise. Mais cette pratique-là ne doit pas se terminer une fois qu'on a fait la dédicace, elle doit se poursuivre dans la phase post-méditative, c'est-à-dire au sein de l'activité dans laquelle on se trouve et que l'on va développer au cours de notre journée, dans notre vie ordinaire et personnelle. En fait, dans la pratique méditative, il faudrait qu'on arrive à ce qu'il n'y ait pas de différence entre la pratique assise et la pratique en action. Trungpa Rinpoche il y a une compilation d'enseignements à ce sujet, c'est la méditation en action. Et Gampopa précise que dans cette méditation en action, eh bien, il faut maintenir ce qu'on appelle les deux accumulations. Alors, accumulation, c'est peut-être un terme qui ne nous plaît pas trop, qu'on peut remplacer par développement. Mais d'une part, c'est ce qu'on appelait l'accumulation de mérite ou le développement des bienfaits, c'est-à-dire des actes positifs, des paroles positives, des pensées positives, tout ce qui va être en rapport avec la bodhicitta relative, tout ce que nous allons pouvoir faire, dire, penser, de façon à ce que ce soit bénéfique aux êtres. Ça, c'est ce que on peut appeler ça le développement de la bodhicitta relative ou le développement des bienfaits ou l'accumulation de mérite, comme il est dit de façon plus ancienne. Et puis, on doit accompagner cette accumulation de mérite par l'accumulation de sagesse, c'est-à-dire développer la compréhension que tout ce que nous faisons, il n'y a pas d'entité propre aux actes bénéfiques que nous accomplissons, mais il n'y a pas d'entité propre non plus à l'individu qui accomplit ces actes-là. Donc, l'actong, la pratique de l'actong, la pratique de la vision pénétrante, au développement de la sagesse. Et ce développement de la sagesse doit toujours accompagner le développement des bienfaits ou des actes positifs. Donc il y a association de la bodhicitta ultime, développement de la sagesse, et la bodhicitta relative, le développement des bienfaits. Et ça doit nous accompagner dans notre phase post-méditative. On le voit déjà, c'est déjà présent dans la méditation assise, mais ça doit se poursuivre dans notre méditation en action. Voilà, il est nécessaire, dit Gampopa, de persévérer sans relâche en rassemblant les deux accumulations. Avec amour et compassion, il est nécessaire de tourner notre esprit vers l'accomplissement direct ou indirect du bien des êtres. Je le redis, avec amour et compassion, il est nécessaire de tourner notre esprit vers l'accomplissement direct ou indirect du bien des êtres. Tout ce que l'on entreprend doit être motivé par cette bodhicitta, par cet amour, cette compassion, cette bienveillance, cette attention à l'autre, cette attitude de bodhisattva. Même dans les choses les plus simples, même lorsque on travaille, lorsqu'on développe une activité tout à fait ordinaire, il y a une façon de la développer, cette activité, en tenant compte ou en se basant sur la bodhicitta, sur l'intention. Comment est-ce que je peux agir dans le cadre dans lequel je dois agir, mais comment est-ce que je peux agir en tant que bodhisattva? Comment est-ce que je peux agir en tenant compte de cette bodhicitta, de cet esprit d'éveil? La bodhicitta est notre colonne vertébrale dans tout ce que l'on doit faire. Et amour et compassion, c'est ce qui va déterminer cette bodhicitta. Et donc, ça doit devenir la colonne vertébrale
de l'ensemble de nos activités dans notre vie quotidienne. Toujours être motivé par cela. Et je dirais en plus que cette bodhicitta, elle doit comporter ces deux aspects, relatifs mais ultimes aussi. Et l'aspect sagesse ou l'aspect ultime de la bodhicitta doit vraiment être présent parce que sinon, notre développement de la bodhicitta relative peut devenir quelque chose, je dirais, qui manque de sagesse, c'est-à-dire qui tombe beaucoup trop dans l'émotionnel. Et on peut voir ça, on peut tomber là-dedans quand on manque de bodhicitta ultime. On a de l'amour, on a de la compassion, mais en même temps, on peut se laisser emporter par l'émotionnel et développer beaucoup de saisie par rapport à tout ce que l'on développe en termes de bodhicitta relative. Et donc il faut toujours être motivé par l'accomplissement du bien direct ou indirect du bien des êtres, mais pas seulement avec l'amour et la compassion, avec la sagesse également. Unissant sagesse, compréhension et réalisation, il est nécessaire de ne pas se laisser aller à saisir les objets de connaissance comme possédant substance et caractéristiques propres. Là, on est en plein dans c'est une instruction qui est donnée pour le développement de la bodhicitta ultime, la sagesse. Unissant sagesse, compréhension et réalisation. Alors, compréhension, ça veut dire le développement de la vue, ce que l'on appelle la vue dans l'actang, dans la vue pénétrante. La vue, c'est la conviction, la certitude que tout existe, tout se manifeste à partir d'un ensemble de conditions qui, se mettant ensemble, eh bien, donnent pour résultat le phénomène ou la situation dans laquelle on se trouve. Et que cette situation ou ces phénomènes ne peuvent pas se manifester s'il n'y a pas les conditions qui sont les causes de leur manifestation. Donc, la manifestation de ces phénomènes ou de cette situation, elle est dépendante de ces causes et de ces conditions. Étant dépendante, elle n'a aucune existence propre par elle-même. Ça, c'est avoir la vue, c'est comprendre cette nature de tous les phénomènes, à la fois des phénomènes et à la fois aussi de l'individu. Ça ne veut pas dire qu'on a réalisé cela, mais avoir la vue, cela veut dire avoir la certitude que tous les phénomènes sont de cette nature. Et qu'il n'y a aucun phénomène qui peut exister en lui-même, par lui-même. Tous se mettent en place en dépendance d'une foule de causes et de conditions. Et ils sont le résultat de ces causes et de ces conditions. Donc ça, c'est la compréhension. La réalisation, eh bien, c'est quand on a cette compréhension, cette certitude, mais qui est au-delà d'une compréhension intellectuelle et qui s'exprime, s'expérimente eh bien, dans l'analyse, on va dire, de la nature du phénomène. Et ça, ce n'est plus une approche intellectuelle, mais c'est une expérience. On voit les choses telles qu'elles sont. Et la réalisation, c'est quand cette expérience, elle est stable. Et pour qu'elle soit stable, eh bien, il faut qu'elle soit répétée encore et encore. Mais Gampopa précise, unissant sagesse, compréhension et réalisation, donc il ne faut pas rester à l'état compréhension intellectuelle de la nature de toute chose, il faut aller plus loin, mettre en pratique cette compréhension, cette certitude, jusqu'à ce qu'il y ait une expérience qui s'élève dans notre esprit. Et il est nécessaire de ne pas se laisser aller à saisir les objets de connaissance comme possédant substance et caractéristiques propres. Et quand il y a cette compréhension et cette expérience, et on va dire jusqu'à cette réalisation, c'est-à-dire quand cette expérience est stable, eh bien, il est nécessaire de ne pas se laisser aller à saisir les objets de connaissance comme possédant substance et caractéristiques propres. Oui, parce que si on comprend la nature même
de ces, de ces objets de connaissance, eh bien, on ne peut plus à ce moment-là les saisir puisqu'il n'y a plus rien à saisir. Et en même temps, on comprend la nature même de celui qui saisit, hein, ou de la conscience qui perçoit ces phénomènes comme n'ayant pas d'existence propre non plus. Donc, on est à ce moment-là la réalisation du non-soi de l'individu et du non-soi des phénomènes. Et à ce moment-là, il n'y a aucune saisie possible. Voilà, ça c'était donc les 10 choses nécessaires. Hein. Vous voyez que même si on est au début du texte, Gampopa eh bien, précise déjà, donne déjà des instructions concernant la sagesse, hein, la nature de toute chose. Alors à partir de là, il y a 10 choses auxquelles il faut s'en remettre. Et la première chose en laquelle il faut s'en remettre, eh bien, il faut s'en remettre à un saint lama réalisé et doté de compassion. Alors déjà, il faut le trouver. C'est pas évident, c'est pas, ça se trouve pas comme ça au carrefour du village. Hein. Il faut s'en remettre à un saint lama réalisé et doté de compassion. Donc, ce qu'on appelle un saint lama, eh bien, c'est quelqu'un qui est réalisé. Et comment peut-on savoir que cet être-là est réalisé, puisque nous-mêmes, nous ne sommes pas réalisés? Un peu compliqué. Donc, la sagesse réalisée, quand la sagesse est réalisée, il y a manifestation spontanée, naturelle, d'une compassion absolument vaste et équanime. Donc la sagesse, c'est difficile à percevoir chez quelqu'un, mais sa compassion vaste et équanime, c'est quelque chose que l'on peut ressentir, dont on peut faire l'expérience. Il faut simplement l'observer et voir si sa compassion est vaste, équanime, et à ce moment-là, si elle est vraiment vaste et équanime, quand je dis vaste et équanime, ça veut dire pour tous les êtres, et pour tous les êtres de façon égale, c'est-à-dire aussi bien pour les personnes qu'il connaît que pour les personnes qu'il rencontre pour la première fois. Quand on constate que cet amour, cette compassion, cette bienveillance sont vastes et équanimes, alors ça c'est un signe qui montre que cette personne vit ses qualités de bodhicitta relative parce que la bodhicitta ultime est réalisée. Qu'est-ce qui fait que nous ne pouvons pas aujourd'hui, nous-mêmes, développer un amour et une compassion vaste et équanime? C'est parce qu'il y a toujours cette conception d'un moi qui est présente en nous. Et le jour où il n'y a plus de saisie, où il y a vraiment cette réalisation du non-soi de l'individu et du non-soi des phénomènes, alors spontanément, il n'y a pas à faire d'effort, spontanément, il y a une compassion qui s'élève absolument de façon très puissante, très profonde et très vaste pour tous les êtres sans exception. Tant qu'il y a une saisie, cette compassion est existante, elle peut s'exprimer, mais pas de façon vaste et équanime surtout. Donc si on sent cette compassion vaste et équanime chez un être, eh bien c'est le signe que la bodhicitta relative se développe, mais elle peut se développer parce que la bodhicitta ultime est développée également. Et ça c'est perceptible. Donc cette personne-là, hein, le Gampopa dit, il faut s'en remettre à un saint lama réalisé et doté de compassion. Un pratiquant ne peut pas être réalisé s'il n'est pas doté de compassion vaste et équanime. C'est impossible. Donc si on a la chance de rencontrer un jour, si on a une connexion avec un maître chez qui on ressent cette bodhicitta relative vaste et équanime, alors on peut commencer à avoir confiance en cette personne et lui demander des instructions. En sachant que la confiance, c'est quelque chose qui doit se baser sur notre expérience. Alors,
Évidemment que ce type de guide spirituel, c'est pas quelqu'un qui va venir chez nous et nous demander il y a des années que vous pratiquez le dharma, vous n'auriez pas besoin d'un lama, d'un guide spirituel. Voilà, ça ne va pas se passer comme ça. C'est à nous de le chercher et de le rencontrer, quoi. Donc de faire l'effort, eh bien de rencontrer ce maître. Alors faut-il encore savoir pourquoi on a besoin de rencontrer un maître spirituel, hein. Gampopa parle de s'en remettre à un saint lama. Hein. Pourquoi? Parce que pour beaucoup de choses dans notre vie profane, dans notre vie mondaine, on s'en remet. On s'en remet à nos parents, on s'en remet à notre instit, on s'en remet à nos profs, on s'en remet à des guides pour étudier et apprendre des tas de choses. Et quand on s'en remet de cette façon-là, ça ne veut pas dire qu'on perd tout discernement, toute personnalité, et qu'on devient une espèce d'individu totalement soumis à ces maîtres-là. Pas du tout. Et dans notre démarche spirituelle, c'est la même chose. Le mot dévotion, j'aime bien remplacer le mot dévotion par confiance, parce que la dévotion, ça se construit. C'est comme la confiance se construit. Ce n'est pas quelque chose qui est, comment dire, spontané, immédiat. Ça peut l'être, mais à partir de là, on doit garder notre sagesse, notre intelligence, notre observation, notre discernement, notre jugement et notre décision de nous en remettre à cet individu. Et cette confiance, elle se base, et je le redis encore et encore, elle se base sur notre propre expérience. Nous pouvons avoir de plus en plus confiance en un maître à partir du moment où, mettant en pratique ces instructions, on voit que ces instructions eh bien, transforment notre esprit et nous permettent d'avancer sur le chemin. La confiance vient aussi de la relation qu'on a avec cette personne. Est-ce que cette personne est accessible? Est-ce que nous pouvons lui poser des questions quand vraiment on a besoin eh bien, d'être éclairé dans notre cheminement? Est-ce que je peux vraiment dire à cette personne que les instructions qu'elle m'a données, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, je ne me sens pas en affinité avec ces instructions? Est-ce qu'il peut accepter ça et est-ce qu'il peut m'en donner d'autres? Donc il y a une relation vraiment de confiance mutuelle entre les deux personnes, entre l'étudiant et puis son maître. C'est absolument indispensable d'avoir ce type de relation. Il n'y a pas de dévotion en termes de soumission, en termes d'obéissance aveugle. Tout ça, c'est une incompréhension du terme megu en tibétain, hein, qui veut dire aspiration. Me, c'est aspiration, et gu, c'est le respect. C'est quelqu'un qui non seulement nous inspire pour la pratique, mais nous pratiquons parce que nous aspirons à devenir ce qu'est cette personne-là. Et parce que nous avons cette aspiration pour ses enseignements, pour son comportement, son amour, sa compassion, sa sagesse, alors nous développons du respect envers elle. Et ça, c'est le sens du mot « megu » en tibétain, qui veut dire, qu'on traduit par dévotion. Il y a dans une autre vidéo, il y a toute une vidéo là-dessus, je crois, il me semble. Deuxième chose à laquelle il faut s'en remettre à un lieu de retraite solitaire, agréable et clair. Alors ça, je trouve que c'est un point très important parce qu'aujourd'hui, quand on parle de retraite, ça fait peur à tout le monde et il y a peu de personnes qui ressentent le besoin de se retirer
de se mettre en retrait. C'est le terme, c'est le sens du mot retraite, quoi. Se mettre en retrait sur une période délimitée, déterminée, mais se mettre en retrait par le corps, c'est-à-dire j'abandonne toute activité physique sauf la pratique et l'activité physique pour la pratique, ça peut être les grandes prosternations, ça peut être des circumambulations, ça peut être simplement la posture. Hein. Se mettre en retrait par la parole, c'est-à-dire, eh bien, je ne vais pas m'informer de ce qui se passe dans le monde pendant mon temps de retraite, je ne vais pas en faire les commentaires de ce qui se passe dans le monde. La parole, je vais la réserver à la parole de la pratique. Si c'est un yidam que je pratique ou si c'est un guru yoga par exemple, eh bien, je vais la consacrer à la récitation du mantra du yidam ou du mantra du guru yoga. Il faut se rappeler que notre esprit est totalement lié à la parole. Hein. Et d'ailleurs, c'est très facile de le constater. Hein. Quand on parle de tout, de rien, toute une journée, mettez-vous en méditation après, vous verrez que votre esprit, eh bien, il est un peu de tout et de rien, quoi. Hein. C'est-à-dire, il est du même acabit que la parole futile qu'on a développée tout au cours de la journée. Les personnes qui font l'expérience du silence, on voit nettement que si on ne parle pas, eh bien, notre esprit est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus stable. Et donc, parole et esprit, c'est vraiment deux choses très liées, quoi. La parole, ça se base sur les souffles c'est l'esprit, et donc parole et esprit, c'est donc vraiment très, très lié. Donc, se mettre en retrait au niveau de la parole, eh bien, c'est faire silence la plupart du temps. Et dire en tout cas les choses si vraiment il y a une utilité à les dire. Et si on n'est pas vraiment au silence. Quand on est vraiment au silence, eh bien, on utilise la parole que pour le dharma, que pour réciter des textes, que pour réciter des mantras, etc. Mais vraiment que pour le dharma. Et de même, mettre l'esprit en retrait, eh bien, c'est en retrait de toute pensée qui n'a aucun rapport avec le dharma. Alors, ça, c'est ça, faire une retraite. Faire une retraite, ça ne consiste pas, comme beaucoup de personnes imaginent et craignent d'ailleurs, d'être en méditation depuis 4 heures du matin jusqu'à 22 heures, en méditation non-stop. C'est d'abord impossible, et il faut que l'esprit soit suffisamment détendu pour être heureux en retraite, pour que la journée se passe dans le dharma, mais sans tension. Mais faire une retraite, ne serait-ce que de 24 heures, c'est une expérience. Et il faut faire cette expérience-là. La retraite, elle va nous permettre d'approfondir, d'aller un peu plus profondément dans notre pratique que nos 30 minutes quotidiennes, si vous voulez, de pratique. C'est très bien d'avoir une régularité dans la pratique, mais il faut aller un peu plus profondément, il faut aller voir dans des replis de l'esprit, je dirais, où on ne va jamais quand on est dans l'activité. C'est très clair que si vous méditez plusieurs sessions par jour, eh bien, il peut y avoir de l'ennui, il peut y avoir une fatigue de faire toujours la même chose. Notre esprit n'est pas habitué à ne faire qu'une seule chose. Hein. Regardez, il est toujours à droite et à gauche, intéressé par une foule de choses nouvelles. Oui, c'est très intéressant, l'esprit est très intéressé par ça, mais qu'en est-il de notre pratique? Vraiment de notre pratique, quoi. Est-ce que notre pratique doit rester à un niveau superficiel ou est-ce qu'elle doit
être beaucoup plus approfondie de façon à ce qu'elle transforme, je dirais, les couches les plus profondes de notre esprit, les conditionnements de notre esprit, les tendances de notre esprit, les empreintes de notre esprit. Tout ça, ça doit être touché par notre pratique. Si on se contente de 30 minutes par jour, ok, c'est très bien, mais il y a tout un ensemble on va dire, de couches de notre esprit qui ne seront pas touchées par ces 30 minutes. Ce n'est pas suffisant. Et la retraite, eh bien, même si c'est une retraite de 24 heures ou de 48 heures, et alors que dire des retraites de longue durée, mais le but de la retraite, c'est ça, c'est être confronté à notre esprit quand, par le temps, grâce au temps, eh bien, tous les méandres de notre esprit sont touchés par notre pratique. Et j'aime bien, Ringu Rinpoche traduit le mot méditation par se familiariser. Méditer, c'est se familiariser. Ben oui, on se familiarise avec la pratique. Mais il faut se familiariser dans les couches les plus profondes de la pratique. Et seule la retraite va permettre ça. Alors bien sûr qu'il faut se détendre aussi pendant la retraite. On peut sortir de son lieu de retraite, on peut aller se promener, si on est dans un espace, un paysage comme ici, on peut aller en forêt et marcher. Mais on va marcher toujours en gardant l'esprit dans la pratique. Ce n'est pas de la distraction, c'est juste méditer dans l'action, méditer de façon différente. Mais on continue de méditer même lorsque on marche. Et à ce moment-là, on est vraiment en retraite. Et c'est curieux aujourd'hui que beaucoup de personnes ne ressentent pas le besoin, alors qu'elles sont pratiquantes du Dharma, mais ne ressentent pas le besoin eh bien, de passer quelques jours de temps en temps en retraite. Bokar Rinpoche, lors des séminaires sur le Mahamudra, disait être en retraite, c'est la seule possibilité que l'on a de mettre l'esprit en vacances. C'est très intéressant comme formule, il faut réfléchir à ça. Ça veut dire que même sur une plage, sous les cocotiers, etc., l'esprit n'est pas forcément en vacances. Voilà. Le corps peut l'être, mais pas forcément l'esprit. Donc, comment mettre l'esprit en vacances? Eh bien, c'est peut-être bien se mettre en retraite. Il y a des personnes qui quelquefois nous disent « mais j'ai l'esprit en ébullition, ça part dans tous les sens, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la pratique que je dois faire ?» Il n'y a pas une pratique spécifique pour calmer l'esprit, si ce n'est chiner. Mais si vous faites chiner juste 10 minutes, un quart d'heure, ça ne va pas donner beaucoup d'effet. Par contre, si vous le faites toute la journée avec des pauses et de façon détendue, mais si vous le faites toute la journée, là, il va se passer quelque chose au niveau de l'expérience du calme de l'esprit, ça c'est sûr. Et le lieu de retraite, il doit être solitaire. Alors il y a une précision, est appelé solitaire un lieu qui se trouve à 500 envergures de bras de toute habitation. Cette règle est valable pour les monastères. Et quand on va dans les monastères de toute tradition, tibétains comme chrétiens, on voit que les monastères sont toujours construits dans des lieux plutôt inspirants au niveau de la nature, mais surtout dans des lieux plutôt calmes. Il n'y a pas de monastère près d'une autoroute, quoi. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est favorable pour la tranquillité de l'esprit et la concentration de l'esprit. Nous ne devons pas oublier que nous sommes des débutants dans la pratique et que notre esprit, eh bien, même si on pratique depuis des dizaines d'années, notre esprit manque de stabilité, manque de profondeur, et que nous avons besoin de conditions favorables pour permettre à notre esprit d'être beaucoup plus dans le Dharma, de rester dans le Dharma et de ne pas être distrait par une foule de choses. Même si je sais fort bien que la distraction, elle peut être présente même dans une grotte. Si on a du réseau, alors là... Donc tout ça, c'est important à vraiment réfléchir
Hein. Si je mets l'esprit en retraite, qu'est-ce que je fais de mon portable, quoi? Qu'est-ce que je fais de Netflix et compagnie, quoi, hein? Est-ce que j'y suis bien attaché aujourd'hui? Et à ce moment-là, j'ai juste l'aspect extérieur d'être en retraite parce que je vis dans un lieu isolé tel que c'est décrit dans le texte. Hein. Mais si je suis avec mon portable toute la journée ou mon iPad toute la journée, est-ce que je suis vraiment là en retraite, quoi? Tout ça, c'est vraiment à remettre aussi au goût de notre époque. Hein, qu'est-ce qu'une retraite? Pourquoi faire une retraite? Et voilà, comment la faire? Si vous êtes, on organise des week-ends là, de retraite où c'est en total silence tout le week-end. Avertissez vos proches quand vous venez ici pour un tel week-end. Avertissez vos proches que vous n'allez pas leur téléphoner pendant 48 heures, quoi. Et la Terre ne va pas s'arrêter de tourner. Il faut être un petit peu, de temps en temps, clair avec ça. La dépendance par rapport à la communication avec autrui, il y a des moments, laissez tomber ce côté je dois absolument être en communication, être joignable et je dois absolument joindre mes proches, par exemple. Non, quand on est en retraite, on est en retraite, quoi. Hein, retraite, c'est être en retrait. Donc ça, c'est très important, à mon avis. Le lieu doit donc être solitaire, il doit être agréable. Et ça, c'est très important. Le côté agréable est important. Le lieu doit être inspirant, on a envie de rester là. Ce n'est pas un lieu dans lequel on se sent mal. Tout ça, ça va influencer sur notre esprit, sur le fait d'être en retraite. Quand on était en retraite de longue durée, hein, le lama nous disait « Maintenez votre cellule de retraite toujours propre et bien rangée ». Alors on se dit oh, « Pourquoi il nous dit ça personne ne va venir voir. Hein » Eh bien faites l'expérience, quoi. Hein, faites l'expérience, votre lieu de vie, vous le laissez aller, vous ne rangez pas vos fringues, vous ne rangez rien du tout, c'est un peu crade partout. Voyez comment est votre esprit. Et au moment où vous faites le ménage, où vous décidez de faire le ménage, et que tout devient propre, rangé, voyez comment est votre esprit. Et là, il y a vraiment une grande différence. C'est-à-dire que notre esprit est encore très influencé par l'environnement. Et ça, c'est important. Enfin, moi, je le sens comme important. Si ma chambre est un vrai fourbi, mon esprit, il est un peu confus. Il est influencé par l'environnement proche. Et ça, j'en fais vraiment l'expérience, quoi. Et le lieu doit être clair. Clair, ça veut dire qu'il y a de la clarté. Qu'est-ce qui donne cette clarté à l'esprit? Eh bien, c'est par exemple l'environnement qui doit être dégagé. C'est pour ça que, pour Luce, par exemple, c'était dans les cahiers des charges, le premier point, c'était un lieu qu'on devait trouver perché avec un dégagement. Alors quand on a visité, il y avait des arbres devant, mais on a visité, il n'y avait pas d'arbres aux feuilles. Non, il n'y avait pas de feuilles aux arbres plutôt. Et on a vu derrière les branches qu'il y avait la vallée. Et donc la première chose qu'on a faite quand on a acheté, c'est de couper les arbres devant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ce dégagement sur la vallée. Mais c'est très important d'avoir ce dégagement-là. Ce dégagement nous donne l'impression d'espace. Au niveau de l'esprit, c'est très important. Pour le Mahamudra, c'est extrêmement important d'avoir cette notion d'espace. Donc, quand vous faites une retraite, quand vous cherchez un lieu où faire une retraite, ne serait-ce qu'un week-end, cherchez un lieu qui soit isolé, qui soit clair et qui soit agréable.
Ces 3 points sont importants. Ça va être favorable pour l'esprit, et l'esprit aura envie de rester ici et donc de mettre en pratique ce pourquoi vous faites une retraite. J'ai encore du temps, non? Ouais. Je crois qu'il faut insister peut-être un peu plus dans les enseignements sur la nécessité de périodes, même de périodes courtes, mais de périodes de retraite. Il y a trop de personnes qui disent « Oh, mais moi, ma pratique, c'est la méditation en action. » Je suis bien d'accord que la méditation, comme on l'a vu tout à l'heure, elle doit s'exprimer dans l'activité, dans l'action. Hein, mais pour toujours méditer en action, il faut être sacrément avancé dans la pratique et avoir une grande stabilité et ne pas être sujet aux distractions. Parce que dans l'activité, il y a beaucoup de distractions possibles. Et si votre esprit reste stable, concentré et non distrait, alors à ce moment-là, c'est bon, quoi. Voilà. Donc chacun doit voir où il en est dans sa pratique et de quoi ce dont il a besoin. Il faut s'en remettre à des compagnons dignes de confiance avec lesquels on s'accorde en pensée et en action. Alors ça, c'est un point très important. La Sangha fait partie des 3 joyaux. Hein, et il faut s'en remettre à des compagnons dignes de confiance avec lesquels on s'accorde en pensée et en action. Ben oui, ça c'est quand c'est vraiment, je dirais, la définition de la Sangha. Et quand on a des compagnons de route pour le Dharma, des compagnons en qui on a confiance, avec qui on se sent bien, parce qu'on se sent soutenu par leur présence dans notre pratique du Dharma, eh bien, il faut prendre soin de ces compagnons-là, et ils sont précieux. Il y a une grande différence entre faire une retraite en solitaire et faire une retraite en groupe. La retraite en groupe, même si il y a le silence, mais la retraite en groupe, elle est comment dire, pas supportée, elle est soutenue, voilà, merci. Elle est soutenue par l'ensemble du groupe. Et ça, on le constate vraiment quand on fait une retraite de longue durée en groupe. Hein, même si on est en silence, même si on ne se voit pas, même si on ne se parle pas, etc., sauf pour les pratiques communes. Mais il y a l'énergie du groupe qui est là. On sent quand le gong sonne, même si vous n'avez pas trop d'énergie pour retrouver votre caisse de méditation, eh bien, vous avez l'énergie des autres qui vont dans leur caisse et ça aide, quoi. C'est quelque chose qui aide. Il y a cette énergie du groupe qui est présente. Dans une sangha comme de vivre ici, on sent cette énergie-là. C'est aidant, quoi. Et c'est indispensable. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent partir vivre en ermite d'emblée, quoi. Et même dans la voie chrétienne, tous les moines ou les nonnes qui demandent à vivre en ermite, on leur demande d'abord de vivre des années et des années, voire peut-être des dizaines d'années, dans un monastère et à se confronter avec les frères et sœurs du Dharma, quoi, on va dire. Hein. Une retraite en groupe, c'est un petit peu, si vous êtes 10 personnes en retraite, c'est un petit peu l'image que je donne, c'est vous mettez 10 cailloux dans un bocal, vous fermez le bocal, hein, et vous secouez le bocal sans arrêt, quoi. Et les cailloux, eh bien, se frottent les uns aux autres, et à la sortie, 3 ans après, vous ouvrez le bocal, ouais, les cailloux sont devenus des galets, quoi. Normalement, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Hein. Mais on devient un galet parce qu'on se frotte aux autres cailloux. Et une fois que vous êtes un galet, eh ben alors là, oui, vous avez un petit peu poli votre pierre, hein, on va dire, et à ce moment-là, vous pouvez partir tout seul en ermite parce que vous avez suffisamment de force et de puissance intérieure pour ne reposer que sur vous. Et trouver cette énergie-là
en vous-même et seulement en vous-même. Voilà. Au début d'une retraite, on peut se dire oui, oh, je peux le faire, je peux la faire tout seul, je suis motivé. Ouais, ça c'est l'enthousiasme du débutant. Et ça c'est très bien. Mais cet enthousiasme-là, il dépend de la découverte, il dépend c'est une chose nouvelle que je vais accomplir. Donc il y a un enthousiasme au début et notre énergie, elle est sujette à cet enthousiasme. Simplement après, c'est tellement une routine, hein, c'est tous les jours la même chose à la même heure, hein, que l'enthousiasme du début va tomber, quoi. Et l'énergie, alors, elle va puiser, elle va être maintenue par quoi? Eh bien, par votre motivation et votre expérience, votre force intérieure, votre puissance intérieure. Donc, pour faire une retraite en ermite, il faut déjà être bien entraîné à des retraites en groupe. C'est nécessaire. Mais c'est une bénédiction, je le vois comme ça, vraiment. C'est une bénédiction que de pouvoir s'en remettre à des compagnons dignes de confiance avec lesquels on s'accorde en pensée et en action. C'est vraiment, si on a cette connexion-là, si on a cette possibilité de vivre dans ces conditions-là, pour moi, c'est le summum, quoi. Gardant à l'esprit les inconvénients des objets nécessaires à notre subsistance, il faut s'en remettre à la modération. Oui, c'est sûr qu'on peut passer son temps en retraite à se faire des bons petits plats et à passer beaucoup de temps à se faire des petits plaisirs culinaires, on va dire. Bon, je crois qu'on va vite s'en lasser. C'est vrai qu'en retraite, précédent Kalo Rinpoche disait, si vous avez un toit, si vous avez du chauffage, et donc vous êtes à l'abri du froid et de la faim, c'est tout ce qu'il faut pour être en retraite. Voilà. Bon. Ça demande donc de travailler la modération. Le contentement, on va dire aussi. Un autre lama, Lama Orgen, disait qu'en Occident, ce qui pour lui, il constatait que les Occidentaux, il y avait vraiment une qualité qui leur manquait, c'était le contentement. Et qu'il faut travailler ce contentement. Évidemment que notre esprit est habitué à avoir ses petits plaisirs, son petit confort, etc. Mais ça fait partie du chemin, apprendre la modération, à partir du moment où j'ai de quoi manger. Bah même si le soir je mange la même chose qu'à midi, c'est franchement pas grave, quoi. Hein. Et ça va pas être frustrant, quoi. Et si ça l'est, ça va pas être frustrant très longtemps, parce qu'on ne passe pas du temps en retraite simplement pour se faire une bonne bouffe, quoi. C'est pas ça la motivation d'une retraite. Donc oui, apprendre la modération, se dire, bah voilà, j'ai de quoi me chauffer, je suis abrité, j'ai de quoi me nourrir, ok, ça va, c'est bon. Et je fais avec ça. Mais ça demande un travail intérieur. Parce que la modération ou le contentement, c'est pas quelque chose qui vient comme ça, spontanément. Je dois travailler, surtout si je suis habitué à mon petit confort. Il y a des personnes qui ne peuvent pas imaginer ne pas avoir ce qu'elles ont aujourd'hui, quoi. Hein, et vivre de façon différente. Voilà. Je vais peut-être arrêter là. On va faire la dédicace pour cette partie. Et puis, ouais, parce qu'il est déjà à 50. Hein. D'accord, donc on verra la suite, eh bien, à la prochaine heure bouddhiste. Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres.